Alors, dernier point dans ce cheminement, effectivement, dans cette dernière partie, hein, on a vu donc les porteurs d'actifs. Hein. En gros, c'est comment, puisqu'on a beaucoup parlé de d'actifs immatériels, comment chacun se sent porteur d'une partie, et ça, c'est extrêmement important de travailler ça. Il y a effectivement comment on traite cette population-là de façon spécifique, hein, qu'on a appelé l'iceberg de la motivation, comment on transmet ça. Après, dernier point, et sur lequel on a investir et sur lequel on a travaillé, d'ailleurs avec aussi un financier dans le groupe, là, qui était de dire finalement quelle est la relation avec l'actionnaire. C'est-à-dire que est-ce que cette construction de moyen terme, qu'on retrouve à la fois dans les écosystèmes et à l'intérieur de l'entreprise, comment on le transmet à l'actionnaire? C'est quoi le filtre et en quoi il peut être en gros intéressé ou d'avoir une compréhension de ce phénomène-là qui est à l'œuvre. Alors on l'a évidemment, on va dire naturellement, dans des sociétés familiales propriétaires. Hein, finalement, Jean Ballas le vit et nous l'a montré au cours. Mais comment on le fait dans des sociétés plus compliquées, avec des actionnaires ou des sociétés publiques? Ça a été ça un peu les différentes questions qu'on a abordées donc, par rapport à la diversité d'actionnaires. Il y a des analyses qui ont été faites sur l'intensité en immatériel de la communication des entreprises françaises. Il y en a une qui est Havas, on a sorti une sous l'égide de Laurent Habib quand il était encore chez Havas au début de l'année. Laurent qui est ancien président de l'Observatoire de l'immatériel. Et cette étude montrait que finalement cette communication, en tout cas sur les sociétés du CAC 40 au cours des 6 dernières années, est extrêmement pauvre en immatériel. C'est un paradoxe, on ne parle pas de ce qui est important. Alors il y a une sorte d'autocensure peut-être par rapport à cela, mais il faut bien voir que le dirigeant n'est pas forcément incité par son actionnaire à le faire, quelles que soient les formes d'actionnariat. Il y a une série de paradoxes sur lesquels qu'il faut pouvoir dépasser, hein, entre le temps court, le temps long, un intérêt collectif, un intérêt individuel. Et il faut bien voir que ces paradoxes souvent sont peu dépassés. Et l'intégration de l'immatériel dans le dialogue entre l'actionnaire et le dirigeant reste souvent posée. Alors il y a beaucoup de recherches autour du sujet. Alors c'est le sens du petit outil qui est à droite, qui date de récemment, enfin de cette année, qui a été sorti par un institut pluridisciplinaire qui rassemble des entreprises, des ONG, des associations, autour du reporting intégré. Comment faire en sorte d'avoir un reporting intégré, complet, qui intègre toutes les dimensions de RSE, qui parle pas uniquement des résultats, mais aussi de tout ce qui se passe pendant qu'on fait l'activité. Donc c'est les conséquences de l'activité sur l'ensemble des parties prenantes. Les Anglais emploient le terme de outcome et en complément des outputs. Vous voyez, il y a une forme circulaire, donc ça suggère qu'en fait l'entreprise, il n'y a pas un entrant et un sortant, il y a toute cette économie, elle est circulaire, il y a cette responsabilité qui est un peu symbolisée par cela. Alors ça reste encore exploratoire, et d'ailleurs à la suite de cette publication qui date d'avril, il y a eu une consultation qui a été effectuée auprès d'entreprises, auprès de particuliers, autour d'universités pour compléter cette réflexion sur le reporting intégré. Et les consultants s'en emparent, enfin tout le monde est très attentionné à cette réflexion. Comme illustration marquante, alors c'est dommage, Olivier Millet, qui est responsable de Euraseo PME et qui faisait partie du groupe de réflexion, n'a pas pu se joindre à nous. Il nous avait donné l'exemple et l'historique de Euraseo PME. Je vais en parler avec d'autant plus de précaution que Anne est là, Anne Lalou, administratrice de Euraseo. En fait, je le relis avec les enseignements qu'on a indiqués en dessous. Je commence peut-être par le dernier, qui est l'hybridation des modèles de gouvernance. Je parle sous contrôle, mais l'histoire de Euraseo PME, c'est un changement d'actionnariat. Et dans le premier actionnariat, si je prends cet exemple-là, dans le premier actionnariat de Euraseo PME, il y avait une forme d'actionnariat mutualiste, puisque Massif était présent au capital. Et donc, ce n'est pas anodin, c'est un certain nombre de valeurs qui sont véhiculées par ce type d'actionnariat. La dimension temps, Euraseo PME, sa raison d'être,
Donc c'est Eurazeo PME, une société de gestion qui investit dans des sociétés de taille moyenne, de quelques centaines de millions d'euros. Donc c'est une petite dizaine de participations. Vous avez quelques noms connus comme Léon de Bruxelles ou Jacques Desange. Avec du temps long, avec aussi une grosse ambition en termes de création de valeur partagée, développement durable, responsabilité sociale d'entreprise. Et là, il y a une cohérence à trouver à la fois avec le modèle actionnarial, avec le rôle d'actionnaire, avec les directeurs de participation d'Eurazeo PME par rapport aux dirigeants des sociétés que je viens de citer, avec un mode de travail collaboratif, en intimité proche, avec des notions de connivence, d'investissement dans la durée, qui est remarquable et qui, je pense, dans ce secteur des sociétés de gestion de private equity est assez remarquable. Et puis, cohérence aussi avec le fonctionnement interne d'Eurazeo PME, même en tant qu'entreprise. Il y a l'ambition d'en faire une entreprise en tant que telle, avec sa propre valeur, sa propre identité, et ça doit se voir dans le fonctionnement interne d'Eurazeo PME. Avec, on fait vivre les valeurs, le fonctionnement, il y a un bien commun qui est créé et entretenu entre des directeurs de participation. Voilà, on n'est pas dans un modèle de mercenaires qui doivent valoriser au mieux une participation. Il y a un bien commun, il y a des fonctions corporate qui se créent en matière d'innovation, en matière de développement responsable, en matière de fonctions corporate simples comme finance ou RH. Et donc l'idée, c'est d'avoir une adéquation entre un modèle de fonctionnement, un modèle actionnarial et sa raison d'être. Donc c'est un exemple un peu spécifique, dans un secteur un peu spécifique, mais je trouve qu'il est inspirant dans la recherche d'une cohérence finalement entre le côté, pour reboucler la boucle, de la toute première fiche, la personnalité de l'entreprise, son idéologie. Je pense que Eurazeo PME, on peut l'appeler comme on veut, a une vision du monde, et son modèle actionnarial, le tour de table, sa gouvernance, ses structures, ses modes de fonctionnement. Il y a une cohérence à trouver. Et quand on trouve cette cohérence, eh bien, ça crée de la valeur et puis ça crée beaucoup d'énergie et d'envie de la part de l'ensemble des parties prenantes, internes ou externes. En tout cas, il y a un sujet, je pense que vous le vivez dans vos relations comité de direction ou actionnaire. Je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui, quand même, à travers la cartographie des actifs immatériels, peut permettre de trouver un terrain d'entente. Parce qu'on associe le temps court et le temps long. Et c'est là-dessus qu'on pense qu'il y a matière à faire ce tableau de bord intégré, avec effectivement les différentes choses qu'on a vues en début de réunion sur les systèmes d'actifs. Finalement, qu'est-ce qui structure la personnalité de l'entreprise ? Qu'est-ce qui structure son business model, qu'est-ce qui va structurer son écosystème, digital ou non, et puis qu'est-ce qui va relier ça avec les porteurs d'actifs. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. En tout état de cause, nous, dans les tableaux de bord qu'on fait, et Jean-Michel effectivement est pas avec nous là, mais dans la pharmacie, effectivement, avait, à côté de son tableau de bord financier, avait fait ce tableau de bord immatériel. Donc je pense que c'est un point sur lequel il y a quelque chose à faire dans la compréhension du moyen terme par l'actionnaire, et nul n'est ennemi de ses intérêts, quelle que soit sa fonction. 27 heures en 2 heures, c'est pas mal, non? Il est 19 heures. Ou 19h et quelques. Alors on fera peut-être la conclusion, mais après un petit pot. Et on va surtout continuer à débattre, peut-être de façon plus informelle autour. On voulait d'abord vous remercier là tous les quatre, parce que ça a été un trajet incertain comme à chaque fois, mais en tout cas de notre côté un trajet magnifique. Et donc merci pour votre implication là-dedans. Et puis, en tout cas, deux fois merci, à la fois effectivement pour cette implication, et puis pour cette capacité, en tout cas pour nous aussi, à voir le monde, ou à avoir une vision du monde un peu optimiste, en tout cas, parce qu'on ressort surtout de ce cycle avec un grand optimisme sur la capacité à agir et à modifier l'environnement. Donc merci aussi pour cet aspect-là. Et donc maintenant, je pense que ça va être l'heure
de fêter ça et puis de faire connaissance peut-être les uns avec les autres, puisque chacun était dans des groupes différents. Pardon? À la suite, on en reparlera autour d'un verre. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? On aura peut-être quelques idées. On a un challenge. Si on a un challenge à vous proposer, mais on va s'assurer que chacun a un petit verre avant de le proposer, parce qu'on en a un effectivement et qui se situe à quelques, non pas dans la proximité de Paris, mais à quelques milliers de kilomètres de Paris. Et donc, si vous avez 5 minutes, prenez chacun un verre et on va vous dire où on va se retrouver la prochaine fois.